Bonjour, bonjour tout le monde. Merci de vous être connecté à ce dernier webinaire de la semaine de la prévention. Donc, je rappelle, la semaine de la prévention, c'est une semaine de webinaires organisée sur le thème de la prévention par les partenaires dont vous voyez les logos en bas de cette slide. Et ici, on est sur un webinaire, on va dire, un petit peu particulier puisqu'il est aussi en partenariat avec le pôle habitat de la FFB. Puisqu'on va aborder plus spécifiquement le thème des bonnes pratiques en prévention dans la construction de maisons individuelles. Donc, je me présente, je m'appelle Julien Seri, je m'occupe des affaires techniques au pôle Habitat et vous allez voir que je serai avec tout un tas d'intervenants qui vont se succéder et que je vais vous présenter au fur et à mesure de leurs interventions. Alors pour commencer, un petit point technique. Vous avez vu que vous avez dû vous créer un compte et vous connecter à la plateforme Alga pour participer à ce webinaire. Si vous avez un problème technique lié au son ou à l'image, je ne sais pas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit point d'interrogation pour que vous soyez pris en charge. En plus de ça, si vous avez des questions, vous verrez qu'il y a normalement un chat dans lequel vous pouvez à la fois poser vos questions, réagir. Donc, n'hésitez pas. Pour se chauffer un petit peu, on va vous faire deux petites questions sur la prévention en maison individuelle. Et on va tout de suite commencer avec la première question. Donc, normalement, vous avez la capacité vous aurez la capacité de répondre directement avec la plateforme. Dans les chantiers, sur les chantiers de construction de maisons individuelles avec permis de construire, est-ce qu'ils sont soumis à obligation de CSPS? Alors, je vous laisse répondre oui ou non. Et je vais laisser les résultats s'afficher. Première question. Bon, il y a deux questions, normalement elles sont faciles. Vous devriez avoir les réponses. On va attendre que la régie, une fois que tout le monde a répondu, nous ait communiqué et affiche les réponses. Donc voici les résultats qui vont s'afficher tout doucement avec beaucoup de suspense. Donc, est-ce que les chantiers de maison individuels soumis à permis de construire sont soumis à l'obligation de CSPS? Il y a quand même un peu de non. Mais la réponse est oui. La réponse est oui, bien évidemment. Alors peut-être que vous êtes fait, on va dire, piégé par les deux régimes qui existent en maison individuelle, puisqu'il y a deux régimes. Un régime qu'on va dire spécifique pour le particulier qui construit pour lui-même. Donc ça, c'est souvent en CCMI, c'est souvent ce qu'on a. Il y a un régime spécifique qui permet d'internaliser le CSPS, mais on est quand même soumis à des missions de coordination, de sécurité et de protection de la santé. Et ensuite, il y a l'autre régime qu'on va appeler régime de droit commun pour tout ce qui est VEFA ou autre, ou SCI, etc. Où là, il y a un CSPS, mais pour le coup, externe. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, maintenant que vous êtes chaud et que vous maîtrisez bien les questions. Sur les chantiers de construction de maisons individuelles, la coordination SPS et la mise en œuvre de mesures de prévention, est-ce qu'elle concerne uniquement les entreprises, les artisans, ou alors uniquement les CMistes, ou alors les deux? Voilà. Je vous laisse répondre à cette question également, en sachant qu'il n'y a rien à gagner hein, si vous avez la bonne réponse. Alors peut-être que vous allez gagner un contrat de prévention avec la CARSAT ou un guide SPS du pôle Habitat FFB. Ça, vous pouvez le gagner si vous voulez. En tout cas, voilà, vous pouvez répondre directement sur la plateforme. On va laisser un petit peu de temps de réponse à chacun, un petit peu de réflexion, et on va afficher les résultats. Ah bon, là c'est du 100%, c'est du 100%, bravo, puisque effectivement, eh bien nous sommes tous concernés, parce qu'en fait, je l'ai pas dit, mais ont été invités à ce webinaire à la fois des constructeurs adhérents du pôle habitat, mais aussi des artisans, des entreprises de la FFB, parce qu'il nous a paru important
si on peut revenir au PowerPoint, s'il vous plaît, il nous a paru important d'avoir un discours commun et d'informer tout le monde sur ce sujet, puisqu'effectivement, comme vous l'avez bien noté, tout le monde est concerné, que ce soit les constructeurs, mais aussi les artisans, par la prévention sur les chantiers de maisons individuelles. Alors, on est tous concernés et pourquoi surtout on fait ce type de webinaire et ce type d'information. C'est parce que bon, on va dire qu'il y a des axes d'amélioration possibles en termes de prévention, de sécurité sur nos chantiers de maisons individuelles. C'est vrai que là, j'ai parlé pour les constructeurs. Nous, c'est vrai qu'on doit, on va dire, faire un petit peu mieux, être un peu plus performant sur ces sujets-là, même si le contexte est compliqué, hein, on le sait, et qu'il faut qu'on soit plus performant, il faut qu'on soit meilleur sur la prévention. Bien évidemment, on l'a dit, dans la limite de nos possibilités, qu'elles soient techniques, financières, et aussi dans la limite de responsabilité de chacun. Mais ça n'empêche que voilà, on est quand même attaché à ce que la protection, la santé des salariés sur nos chantiers de maisons individuelles soit pris à bras le corps. Alors, quand je vous dis ça, c'est facile hein, de vous dire ça sur ma chaise derrière mon bureau. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous, les partenaires là, de la semaine de la prévention, pour vous aider à être plus performants sur ce sujet-là? Déjà, on fait ce type de webinaire pour vous informer et on met surtout en place les outils. On crée les conditions favorables, on va dire, pour que vous puissiez mettre en place toutes ces mesures. Et c'est ça qu'on va vous détailler dans ce webinaire. C'est tous les outils que nous avons mis en place pour vous faciliter la vie et vous mettre le pied à l'étrier sur ces sujets de la prévention. On aura aussi, et c'est ça qui est intéressant, 2 adhérents du pôle habitat qui vont témoigner de leur expérience sur les outils qu'on va vous présenter. Et donc voilà un petit peu de quoi on va vous parler. Donc des partenaires et des outils pour vous aider. Et le premier partenaire qui va monter sur scène maintenant, c'est Christophe Desplats, qui est ingénieur conseil au niveau national de la CNAM. Christophe, est-ce que vous pouvez, une fois que vous serez arrivé, commencer à nous détailler un premier outil que nous avons mis en place de manière commune entre le pôle habitat, la FFB et la CNAM. Oui, bien sûr, Julien, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc moi je suis Christophe Desplats, ingénieur conseil à la Caisse nationale d'assurance maladie. Je vais parler surtout au nom du réseau des CARSAT, des caisses générales de sécurité sociale dans les départements et régions d'outre-mer, et au nom de la CRAMIF en Île-de-France. Les collaborateurs de ces organisations, en fait, accompagnent les donneurs d'ordre et les entreprises sur les chantiers de construction et notamment sur les chantiers de construction de maisons individuelles. Alors, comment est-ce que nous travaillons avec vous? Nous venons à la rencontre des donneurs d'ordre pour commencer à travailler dès la phase conception pour imaginer les mesures de prévention essentielles qui peuvent être mises en place et surtout imaginer la façon pratico-pratique de les mettre en œuvre et de les prévoir en amont. Et puis, bien sûr, nous accompagnons aussi les entreprises lors de la réalisation pour s'assurer que ces mesures de prévention, elles sont bien mises en forme, bien mises en place, qu'elles correspondent à vos besoins et qu'elles sont satisfaisantes et que finalement, vous aurez envie de les remettre en œuvre par vous-même par la suite. Alors, nous nous engageons pour la mise en œuvre de mesures de prévention essentielles, je l'ai dit, on va en passer en revue quelques-unes, et aussi pour l'évolution durable des pratiques. Alors, quel est notre intérêt à nous, Assurance Maladie Risque Professionnel? Vous le savez, et j'espère que vous le savez, nous sommes l'assureur obligatoire des entreprises, alors des entreprises de travaux, mais aussi des constructeurs de maisons individuelles. Pour la partie risque professionnel, c'est nous qui indemnisons les victimes, qui tarifons les entreprises, et c'est à ce titre-là que nous intervenons. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les constructeurs sont aussi parfois victimes d'accidents sur les chantiers et que les actions que nous menons sont à la fois au bénéfice des entreprises de travaux, mais aussi au bénéfice de la sécurité de tous les salariés intervenant sur les chantiers. Alors la diapo suivante, pour vous lister simplement quelques exemples de mesures pratiques très simples à mettre en œuvre, eh bien, c'est déjà des accès carrossables
jusqu'à l'ouvrage, jusqu'au garage s'il y en a un qui est prévu dans la construction, de façon à pouvoir desservir, s'approcher de l'ouvrage dans des meilleures conditions, éviter de s'enliser, d'avoir à pousser des voitures, à se déboîter une épaule en essayant de pousser une fourgonnette qui s'est enlisée, ou d'éviter de porter des charges inutiles depuis la rue jusqu'à la maison, puisque c'est de la boue et on ne peut pas rentrer. Donc vous avez quelques exemples là sous les yeux, j'aurais pu en mettre plusieurs. Et puis une autre mesure aussi qui est importante et qui est emblématique, il y en aurait bien d'autres en fait, mais vous savez, c'est la fameuse protection de la trémie d'escalier. Cette trémie d'escalier autour de laquelle tout le monde tourne, à partir du moment où le maçon a commencé à réaliser la dalle et jusqu'à ce que les entreprises chargées des cloisons aient fini de faire les cloisons justement autour de cette trémie, et une trémie où très fréquemment, à travers de laquelle très fréquemment, des gens tombent. Je pense que vous connaissez tous dans votre entourage quelqu'un un jour qui est passé à travers une trémie, qui s'est pas forcément fait mal, mais qui parfois s'est fait très, très mal. Donc voilà pour la protection des trémies. Protection des trémies avec un platelage, parce que bien sûr avec des garde-corps, ça marche bien tant que le maçon est présent, mais à partir du moment où les corps d'État, interviennent, par exemple le charpentier, le couvreur, eh bien il faut que la protection, soit, suffisante et suffisamment complète pour éviter justement de passer par-dessus les garde-corps. Voilà, ce sont 2 exemples, de mesures, très, très simples, et puis un autre exemple d'une mesure qui vous paraît, certainement un petit peu plus compliquée, mais on aura l'occasion d'en reparler. C'est, la mise en œuvre d'échafaudages communs, plusieurs lots, aux maçons, aux charpentiers, aux couvreurs, aux menuisiers également pour poser les fenêtres, ou au moins faire les joints, voire, à l'enduiseur, également. Et l'accompagnement que nous le réalisons, partout en France, en fait, avec toutes les caisses, régionales que vous connaissez, et voilà, j'ai choisi, volontairement des photos qui avaient été prises dans, toutes plein de régions, différentes, pour, dire aussi que, voilà, c'est pas une vue de l'esprit, cet échafaudage commun. C'est quelque chose qui commence à prendre vis-à-vis de vos confrères, et c'est aussi en partie pour ça qu'on nous sommes présents, aujourd'hui pour parler de cette solution-là. Alors, depuis le 18 janvier 2024, et pour une durée, de 4 ans. Alors pour une durée de 4 ans et plus, j'espère, si vous avez bien utilisé cet outil-là, j'espère qu'on pourra le reconduire. Les constructeurs de maisons individuelles ont la possibilité de signer un contrat de prévention avec la caisse régionale. Alors un contrat de prévention, c'est aussi surtout, quelque chose qui permet, de mettre en place des mesures de prévention, mais surtout d'obtenir une partie de financement. Les entreprises qui sont présentes aussi aujourd'hui devant l'écran, connaissent bien généralement le dispositif, puisque, ce dispositif existe depuis presque 40 ans en fait, et l'assurance maladie risque professionnel accompagne, les professionnels pour les aider à investir en prévention, dans des matériels, dans des études, dans des formations. Alors c'était justement l'objet de la diapo suivante, et j'ai un petit peu anticipé. Pour les constructeurs de maisons individuelles plus particulièrement, qu'est-ce que nous pouvons financer? Eh bien, bien sûr, des formations sur la mission de coordination CSPS, au sens général, en fait, hein, dans le cas du régime dérogatoire, ou alors, dans le cas du domaine du droit commun pour, des formations CSPS niveau 1, niveau 3 pardon, 2, voire, niveau 1 si ça vous arrive de faire des maisons groupées à grande échelle, mais également aussi de possibilité de financer des matériels ou des prestations de services permettant de réduire les risques sur les opérations de construction. Alors exemple, les fameuses protections de trémies, on en a parlé, des échafaudages, ou une prestation, échafaudage, pour pouvoir, vous lancer, sur, cette mesure de prévention-là. Je pense que les témoins en parleront, mieux que moi et de façon plus explicite. Aussi pouvoir, financer avec, les aménageurs, des bases vie communes sur les lotissements de maisons individuelles, puisque on sait que, bien, l'hygiène sur les chantiers, c'est quand même une grosse difficulté, pour vous, compte tenu des interventions, relativement courtes de vos équipes, mais néanmoins,
permanente ou quasi permanente, puisque sur la construction d'une maison individuelle, si on additionne la présence de tous les corps d'État, on a de l'ordre de 5 mois de présence sur les chantiers. Et sur un lotissement, eh bien, on va dire qu'il y a des personnes en permanence, excusez-moi. Voilà, donc en fait, ce premier outil, enfin ces 2 premiers outils, d'accompagnement et puis, d'accompagnement, financier, d'aide financière, je vais laisser, Julien Seri, et nos témoins, intervenir. Ils en parleront bien mieux que moi. Merci Christophe. Et effectivement, avec Baptiste, du coup, que je vais appeler sur scène, on va dire. Merci Christophe pour la présentation de cette convention et des aides financières associées. On a essayé de les rendre les plus simples, on va dire simples, c'est jamais totalement simple, mais en tout cas les plus simples à obtenir possible, et surtout en adéquation avec le modèle économique des constructeurs, typiquement pour les échafaudages, pour les bases vie. Dans la plupart des cas, on ne va pas forcément acheter ce matériel, mais plutôt le louer, qu'on soit constructeur ou aménageur, hein, d'ailleurs, je parle pour les bases vie. Donc, la convention dont on vous parle, le contrat dont on vous parle, couvre aussi ces aspects-là, et c'était important pour nous. Baptiste, bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Donc, tu es adhérent du pôle Habitat, oui. Et toi, tu vas donner un petit peu ton témoignage sur ce que vient de présenter Christophe, puisque là, tu l'as testé en vrai, on va dire. Oui. Déjà, est-ce que tu peux présenter ta société, parce que tu as la particularité d'avoir les compagnons en interne, toi. Donc, est-ce que tu peux te présenter déjà? Alors, c'est vrai que j'ai la double casquette à la fois d'entreprise et aussi de constructeur de maisons individuelles. Donc, moi, je suis directeur de Maison Priva, une entreprise de construction de maisons individuelles en Vendée. Donc, on intervient en Vendée sur les départements limitrophes. On est à peu près 70 salariés, dont la moitié sont dédiés à la production de nos maisons, sur différents corps de méta, corps d'État, maçonnerie, plaquisterie. Voilà. Donc, on a aussi les conducteurs de travaux, les responsables de travaux, les magasiniers. Donc, la moitié de l'entreprise est dédiée à la construction de nos maisons. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de signer un contrat de prévention avec ma caisse régionale à l'issue d'une réunion dans laquelle on avait rencontré l'ingénieur conseil qui nous a parlé de cette possibilité-là. D'accord. Je pense que c'est un des messages que Christophe fera passer aussi à la fin. C'est bien évidemment de rentrer en contact avec son ingénieur conseil, si lui ne l'a pas déjà fait chez vous d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, pour toi, ça s'est passé comme ça. Et toi, du coup, la première chose que tu as fait déjà, c'est la formation des salariés, peut-être plutôt les conducteurs de travaux, à la fameuse coordination SPS de niveau 3 en maison individuelle, c'est ça? Oui, exactement. On a monté ensemble parce que c'est vraiment co-construit le contrat de prévention. L'idée, c'est pas de dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent, mais c'est déjà d'identifier un projet pour mettre en place une culture de la prévention dans l'entreprise. Donc, ça passe nécessairement par la formation. C'est vrai que le code du travail est quand même assez conséquent, donc il a fallu qu'on se forme nous en tant qu'encadrants. Donc on s'est formé sur l'attestation, on a obtenu l'attestation de capacité CSPS niveau 3, donc on a 3 à l'avoir obtenu dans l'entreprise. On a formé les conducteurs de travaux, mais pas que, parce que la prévention, la sécurité, il faut l'anticiper. C'est pas le jour où on démarre le chantier qu'il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va faire. Donc toutes les parties prenantes en amont du démarrage du chantier ont été aussi formées sur 2 jours à la sécurité. Donc conducteurs de travaux, bureaux d'études, visiteurs terrain, pour pouvoir packager finalement la sécurité et l'intégrer dans notre chaîne à faire de la signature du contrat jusqu'au démarrage du chantier et bien évidemment en cours de chantier. Ok. Et une fois que tu as attaqué cet aspect formation, nous on dit souvent qu'il faut attaquer par palier, on va dire, et par thématique. Toi, la première thématique, ça a été les échafaudages. Alors, ça a été une des premières thématiques. On a aussi pas mal revu notre base documentaire, nos PGSC, nos plans d'implantation, donc nos pièces marchées aussi, parce que il faut clairement identifier les lignes de sécurité, les lignes qui sont liées aux protections. Et les échafaudages, pour moi, sont une solution assez commode pour pouvoir mutualiser un élément de sécurité et le dissoudre sur différentes entreprises pour assurer la sécurité commune des différents intervenants sur le chantier, pour notamment prévenir les chutes de hauteur. Et alors, tu l'as fait sur le plan administratif, on va dire, pour l'instant.
Sur le plan administratif, pour le moment, avec un prestataire qui nous loue les échafaudages. Donc, ça, pour le moment, sur le papier, on n'était pas plus tard qu'ensemble hier pour planifier notre premier chantier qui va arriver toute fin avril. Donc, sur le papier, ça a l'air plutôt simple. Il faut quand même aussi l'anticiper pour savoir où est-ce qu'on va créer un tunnel, les approvisionnements de chantier. Et puis, commencer déjà à voir avec le prestataire le calpinage de l'échafaudage. Donc là, on va avoir notre premier chantier qui va démarrer, notre premier chantier test fin du mois. Et bon, même si effectivement, tu as le premier chantier de test qui va démarrer, toi, tu penses qu'au niveau performance et productivité, parce qu'en fait, bon, on parle beaucoup de prévention, mais est-ce que toi, tu penses que au niveau productivité, ça va améliorer les choses sur tes chantiers? J'y ai réfléchi à cette question et c'est difficile d'y répondre en disant oui, non. La sécurité, c'est de l'investissement, ça a un coût et c'est pas le fait de mutualiser l'échafaudage extérieur qui va rendre ça neutre. Mais par contre, le coût de cette protection collective, elle va être bien moindre que la survenance d'un accident sur un chantier. Ouais. Donc nous, on a des pentes qui sont assez faibles, mais une chute de hauteur sur un pignon à étage, c'est 6,50 m, sauf avoir des collaborateurs qui soient des chats ascendants ninja, normalement, ils vont se faire mal. Et à partir du moment où il va y avoir un accident de travail qui va durer, on peut imaginer, plus de 150 jours, ça va déjà être, je crois, c'est 35 000 €. Et puis, il va falloir expliquer finalement à tout le monde que moi, en tant que constructeur, je ne suis pas responsable et que les principes généraux de prévention, ça ne me regarde pas. Ça me paraît assez compliqué. Donc, je pense qu'il y a une vraie productivité et ce sera de démontrer s'il n'y a pas d'accident. S'il y a un accident, c'est pour le long terme. Ouais. Merci. Dernière petite question qui est un peu en lien avec tout ça, c'est sur les branchements provisoires, sur l'aspect sécurité des branchements provisoires. Tu as une particularité vendéenne, on va dire, puisque tu passes par une société extérieure. Peut-être qu'il y a d'autres constructeurs qui le font, hein, je sais. Mais on voulait aborder ce sujet-là. Ouais, on est pas mal de constructeurs à solliciter un prestataire qui est du coup pas vendéen, mais dans le 17, et qui nous permet, donc on fait l'entremise entre nos clients et cette entreprise-là, de façon à ce qu'on ait une alimentation électrique sur notre chantier, juste avant le démarrage, jusqu'à la réception des travaux. Ça nous permet d'avoir un accès à l'électricité qui soit garantie et qui soit en toute sécurité. Et ça nous permet aussi, parce que c'est aussi un confort aussi pour le constructeur de pouvoir approvisionner nos chantiers avec une grue, de faire nos tests de VMC sur chantier. Et donc ça, tous nos chantiers sont équipés. Ouais, ça c'est important parce que bon, il y a le côté Enedis, hein, surtout chez toi, qui est à gérer, mais c'est vrai que passer par ce type de société, c'est un confort. On laisse gérer le côté Enedis avec chantier, ce qui nous va bien aussi. Ouais, ce qui est pas mal, je comprends. En tout cas, merci beaucoup, Baptiste. J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat sur l'accompagnement des équipes sous-traitantes. Ce que je vous propose, c'est de la garder pour après, où Awa va évoquer ce sujet. Donc, on garde la question et on y répond plus tard. Mais en tout cas, on l'a bien vu. Encore merci, Baptiste. On va continuer dans d'autres outils, puisqu'il n'y a pas que ce contrat de prévention et ces aides financières. Il y a aussi, et c'est Karine qui va nous le présenter, le guide de bonne pratique. Donc Karine, tu t'occupes des maîtres d'ouvrage et des constructeurs de maisons, du coup, à l'OPP-BTP. On n'identifie pas forcément l'OPP-BTP, nous, comme un acteur qui peut nous aider quand on est constructeur de maison ou promoteur immobilier. Et pourtant, vous développez pas mal d'outils, tu vas nous en parler après. Mais d'abord, ce guide de bonne pratique qu'on a sorti, c'était quand? C'était en 2021, je crois, c'est ça? 2019. Comme le temps passe vite. Bien, merci Julien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors en effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, on aborde beaucoup de thèmes. Il y a déjà quelques points très techniques, très organisationnels qui ont été évoqués. Baptiste en a soulevé quelques-uns. On a eu l'initiative collectivement pour l'habitat, l'assurance maladie et d'autres partenaires de s'associer donc en 2018-2019 pour essayer de vous construire quelque chose, une ressource documentaire simple, pragmatique et qui soit finalement issue de tout ce qu'on voyait de bien et de déjà très opérationnel sur le terrain. Alors, j'en profite pour signaler quand même qu'au fil de notre webinaire, vous avez des informations qui vous sont passées dans le chat
ça sera le cas de ce guide. Et je remercie Cyril qui est avec nous, qui est notre modérateur, donc qui veille au grain, si j'ose dire, que vos questions nous parviennent et que les documents vous soient bien partagés. Donc, merci Cyril pour cette modération. Alors, ce guide, c'est le premier outil que je vais vous présenter. Je reviendrai tout à l'heure, Julien l'a dit, sur le rôle de l'OPP et d'autres outils sur les différents thèmes que nous aurons abordés. Là, ce guide, quel a été finalement le point de départ? Eh bien, c'était de vous permettre de cerner le contexte dans lequel vous intervenez. Et Julien l'a très bien dit en ouverture, il y a deux contextes quand on construit de la maison individuelle. Là, nous, on est parti de ce cas sur les chantiers où le maître d'ouvrage est un particulier. On va y revenir. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Eh bien, vous donner des cas pratiques, vous donner des outils simples. Et on s'est dit, partons finalement du déroulement de l'opération. Alors, 4 étapes sur la diapositive suivante, Julien, si tu veux bien. Donc, sur ces chantiers, le maître d'ouvrage est un particulier. On a 4 étapes, c'est vous qui avez 4 étapes. On est vraiment parti de vos contrats des déroulements. La première étape, du projet à la signature du contrat de construction de maison individuelle. Et là, on est vraiment au sein du guide à vous expliquer ce dont il faut que vous teniez compte, de quels acteurs vous vous entourez, de quelles relations vous allez devoir vous préoccuper, notamment avec vos sous-traitants. On reviendra sur la question tout à l'heure. À cette étape-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour agir en prévention? Deuxième étape, de la signature de votre contrat à l'obtention du permis de construire. On a d'autres thèmes. On a les thèmes de raccordement. On vient de l'évoquer avec Enedis notamment. On va avoir des thèmes liés aux accès, liés au cantonnement. Où est-ce qu'on s'installe? Comment on accède? Tout ça, on le pense en amont. Troisième étape, de la levée des autres conditions suspensives au démarrage des travaux à proprement parler. On est sur cette phase préparatoire là qu'il ne faut pas réduire, elle est fondamentale. Tout ce qu'on a prévu sur le papier, si j'ose dire, est-ce que ça tient à la réalité sur le chantier? Et puis, dernière étape, vous voyez, on a fait beaucoup de choses en amont. C'est avant qu'on a pensé la prévention pour que le chantier soit plus sûr. Et bien, la 4e étape, c'est durant le déroulement des travaux jusqu'à la réception. Donc, au fil de ce guide, et je vous rassure, ce n'est pas une Bible, c'est un document relativement simple, concret, avec beaucoup d'illustrations et de schémas pratiques. Et bien, au fil de ce guide, vous avez le déroulement de votre opération. Au fil de ces 4 étapes, eh bien, on est venu mettre de l'outil. C'est vraiment l'objectif, c'est l'objectif du webinaire de ce matin, c'est que vous repartiez avec une meilleure compréhension du sujet de la prévention, une meilleure conscience à la fois des enjeux et des bénéfices. On l'a évoqué, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et les outils, les solutions pour faire. Donc, dès le montage de l'opération, dès la préparation de votre chantier, au fur et à mesure, selon les risques que vous avez identifiés, on a déjà parlé des travaux en hauteur avec la thématique de l'échafaudage. Christophe a parlé des trémies, on est aussi sur le risque de chute. On a parlé aussi des remblais, des accès. Eh bien, pour tous ces items majeurs, on parle de l'hygiène aussi. Eh bien, pour tout cela, pour la coordination, je ne vais pas tout citer, je vous laisserai le plaisir de découvrir. Pour tous ces sujets-là, pour tous ces risques, vous trouverez des solutions avec les références et où trouver finalement toute la ressource documentaire. Cyril vous en partage déjà un certain nombre. Vous avez des liens qui vous sont amenés à titre d'exemple sur les thèmes qu'on a déjà abordés. En tout cas, ce guide-là, tenez bien compte du fait qu'il est pour vous, constructeur de maisons individuelles. Il a été fait à l'initiative de Pôle Habitat FFB, donc de celui qui connaît et qui défend votre métier. Donc, c'est le premier outil. On y reviendra tout à l'heure. Et je rebondirai pour finir ce premier item sur ce que disait Baptiste quant à la capacité de dimensionner ou non ce que coûte finalement la prévention ou ce que rapporte une mesure de prévention. Baptiste l'a très bien dit. De toute façon, ça coûte toujours moins cher qu'une vie humaine ou qu'un drame humain. Mais on y reviendra. Ça rapporte aussi de l'argent. Et on a ce travail-là et vous aurez des outils qu'on vous partagera et qui seront accessibles, qui vous montreront que c'est aussi un bon investissement. Voilà, Julien, ce que je pouvais dire sur ce guide comme premier outil en appui de ce que nous traitons ce matin. Merci Karine. Effectivement, Cyril a mis le. Merci à Cyril d'avoir mis le lien vers le guide dans le chat. Il est aussi disponible sur le site du Pôle Habitat. Je vais tout de suite appeler Awa Mbou. Voilà, merci à la régie. Donc pour ce deuxième témoignage et quelque part là aussi une application pratico-pratique du guide. Donc Awa du groupe
Mass Provence qui est en train d'arriver. Je ne sais pas si on te voit, voilà. Merci Awa d'être là. Déjà, même question que Baptiste. Est-ce que tu peux rapidement nous présenter le groupe Mass Provence et surtout, qu'est-ce qui a fait que vous avez pris en main ce sujet au sein de l'entreprise, le sujet de la prévention? Oui, alors bonjour à tous. Du coup, Mass Provence, on est un CCMiste, donc on est une centaine de collaborateurs et on est implanté en PACA Occitanie. On commercialise des maisons individuelles sous plusieurs marques, dont Mass Provence qui existe depuis un peu plus de 50 ans. Depuis l'année dernière, on a élargi un peu nos solutions et on a décidé d'accompagner nos clients sur tout ce qui est travaux non compris du CCMI en leur proposant des contrats d'AMO, d'OPC pour tout ce qui est phase préparatoire ou bien d'aménagement. En même temps, l'année dernière, on a aussi mis en place le contrat de contractant général qui nous permet de répondre à des besoins plus haut de gamme, parce qu'on est quand même contraint par les garants au niveau budgétaire pour la réalisation d'une maison. Donc là, on répond à des budgets plus conséquents. Et aussi d'ouvrir notre offre à des professionnels et collectivités locales, promoteurs, pour tout ce qui est dans la réalisation de projets R+1. Et du coup, pour répondre à la deuxième question, pourquoi par rapport à la prévention, c'est un vrai sujet chez nous, parce qu'il permet de répondre à 2 enjeux. On a depuis milieu de l'année dernière engagé une vraie démarche RSE, et donc du coup, cette prévention permet de répondre à notre volet social. Donc ça, c'est le premier enjeu, et le deuxième, c'est pour appréhender donc les nouveaux contrats, puisque on va dans la fosse et maintenant on doit aborder des particularités de régime commun où on n'était pas avant, enfin on le faisait pas, on n'était pas soumis. Comme exemple la SCI, aujourd'hui on est obligé de contractualiser le suivi SPS par une personne habilitée. Donc du coup on est vraiment obligé de s'y mettre. D'accord. Voilà. C'est vachement intéressant, surtout l'aspect RSE, qui est peut-être nouveau chez certains et qui là aussi est un nouveau, on va dire, tremplin pour la prévention, parce que voilà, vous avez tous les aspects certes environnementaux, mais aussi, comme vous l'avez dit, sociaux qui sont importants. Et du coup, le guide que vient de présenter Karine, ça a été quoi, une base de réflexion, une base de discussion, que ce soit en interne ou aussi et surtout avec la CARSAT? Oui, alors on va pas se mentir, pour nous le guide c'était magnifique. En fait, il y a plein d'outils et ça nous a permis de faire toute notre base documentaire de sécurité obligatoire. Vraiment, on s'est servi du guide, ce qui a complété le contrat de prévention à la CARSAT, puisque du coup, effectivement, on a un contrat de prévention qu'on a signé avec la CARSAT Sud-Est, qui nous a permis de nous accompagner surtout sur le volet formation. Donc, on a pu former tous nos responsables travaux au CSPS niveau 3, sensibiliser tous nos conducteurs travaux et nos responsables projets qui sont dans la phase conception à la sensibilisation prévention. Ok, donc le contrat de prévention aussi, donc finalement ce que disait Baptiste, aussi le contrat de prévention signé avec la CARSAT Sud-Est, enfin en tout cas avec leur concours. Et du coup, ça m'amène à la question aussi qui a été posée dans le chat, parce que je pense que si j'ai bien compris, là, contrairement à Baptiste, vous n'avez pas les artisans en interne. Donc, comment ça s'est passé? Parce que là, on a beaucoup parlé de la formation en interne dans l'entreprise. Et donc, comment ça s'est passé ou comment ça se passe peut-être avec les sous-traitants du coup? Oui, alors comment ça se passe, effectivement? Du coup, on le fait en plusieurs temps. Alors depuis, on répondait quand même à nos obligations de sécurité, et pour ça, on faisait appel à un prestataire externe pour assurer la sécurité collective, donc garde-corps, trémies d'escalier. Donc ça a été mis en place depuis quelques années. Et aujourd'hui, vu qu'on reprend la sécurité en interne et qu'on veut vraiment avoir une action prévention, on a formé, donc comme on l'a dit tout à l'heure, nos collaborateurs, et maintenant on en a la phase, je dirais 3, où on mène des ateliers, donc avec les responsables travaux, sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place, comment on sensibilise nos sous-traitants et comment on implique nos clients. Du coup, on a sur les premières réflexions qu'on a eues, c'est de leur fournir quand même un modèle de PPSPS
et de leur faire une fois par an une réunion de sensibilisation sur tous nos sujets, nous, ce qu'on a mis en œuvre, ce qu'on évolue, puisqu'on souhaite évoluer tous les ans. De toute façon, avec la prévention, on évolue tous les ans, donc leur faire un rappel, donc une journée comme ça, qui sera organisée tous les ans pour leur faire une journée prévention et pour les accompagner au mieux. D'accord. C'est intéressant de voir, c'est un peu la même réflexion que Baptiste, c'est d'y aller par étapes, que ce soit en interne puis en externe, sur des sujets puis sur d'autres, et comme vous le disiez, d'évoluer un peu tous les ans. On peut pas tout faire la première année tout de suite d'entrée. C'est pas mal de le prendre morceau par morceau et de progresser comme ça. Dernière question, ça se valorise auprès des clients, ça, ces aspects prévention ou pas? Oui, alors je pense que la prévention, c'est un sujet qui doit être traité et on doit impliquer forcément le client. La prévention, elle commence dès la phase conception, elle est en phase travaux et elle va nous obliger en tout cas à faire des modifications dans nos notices. Et donc forcément, quoi qu'il arrive, le client sera impliqué. Aujourd'hui, on a déjà fait des premières modifications qui nous paraissaient importantes, comme le remblai obligatoire, donc qui apparaît aujourd'hui dans la notice. Donc l'idée, c'est vraiment d'impliquer le client. Et on parlait tout à l'heure de, effectivement, quand je signe un CCMI entre un particulier, la phase CSPS n'est pas forcément expliquée. Et aujourd'hui, on souhaite la mettre en avant, oui, par rapport au client. Alors, il y a une question là qui arrive dans le chat en direct. La phase analyse en amont des opérations devient-elle prioritaire? J'imagine que bon, c'est ce que vous avez un peu évoqué, mais oui, c'est la phase de préparation. C'est un peu ce que disait Karine. D'ailleurs, il y a une grosse phase de préparation qui est prioritaire, en tout cas importante. Oui, c'est ça. Et du coup, alors c'est pas qu'on est on n'était pas très bons élèves peut-être, mais aujourd'hui, dans la phase conception-préparation, on intègre la DTDICT. Voilà, on a des visites chantier qui sont un peu plus calibrées avec un document qu'on a mis en place. Donc, on prépare, oui, déjà en amont par le responsable projet, accompagné du conducteur de travaux. Très bien. Ben, merci beaucoup, Awa, pour ce témoignage très, très intéressant. Surtout, moi, c'est la partie démarche RSE que je trouve très, très intéressante. Je vais rappeler Christophe, s'il le veut bien, parce qu'on a beaucoup parlé de ce contrat de prévention. Peut-être que ceux qui l'ont jamais vu, jamais testé ou qui en ont jamais entendu parler, peut-être ils se demandent en gros comment on fait pour avoir ce contrat de prévention, pour bénéficier de tous ces avantages. Et donc, Christophe, là aussi, pareil, une fois que vous serez connecté, merci. Voilà, tout à fait. Nous rentrer un petit peu dans le détail de ce contrat de prévention au niveau logistique, on va dire. Oui, alors le contrat de prévention, finalement, il vient d'un budget, c'est une redistribution vers les entreprises qui veulent progresser en matière de prévention. C'est une redistribution des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles que nous percevons en tant qu'assureurs des risques professionnels. Donc, déjà, c'est de l'argent qui est fait pour aider les entreprises, les constructeurs qui veulent aller de l'avant. Je l'ai dit tout à l'heure, le contrat de prévention, il est ouvert aux entreprises comme aux constructeurs de maisons individuelles, avec des fois des petites différences. C'est sûr que pour une entreprise, on va d'abord accompagner l'entreprise dans un projet d'investissement de matériel pour qu'elle puisse s'en servir sur tous ces chantiers. Pour le constructeur de maisons individuelles, on va aussi l'accompagner donc sur de la formation, je l'ai dit, mais aussi sur ce projet comment dirais-je, de monter en compétence sur la mise en œuvre d'une prestation échafaudage commun, notamment, mais ça peut être ouvert à autre chose. On comprend bien qu'un constructeur qui souhaite mettre en place un échafaudage commun se pose des questions. Comment je dois faire? Comment est-ce que je vais m'y prendre? Est-ce que ça va pas me coûter trop cher? Comment est-ce que je vais pouvoir mobiliser les entreprises sur cette affaire-là? Il y a une question là-dessus. Comment on peut mobiliser les entreprises? Et donc, nous aidons le constructeur à financer une ou plusieurs mises en place d'échafaudages communs. Et c'est finalement l'accompagner jusqu'à ce qu'il monte en autonomie et qu'il soit capable de le faire par lui-même. Alors, pour pouvoir bénéficier d'un contrat de prévention, il faut être dans un secteur d'activité concerné par une convention nationale qui a été signée. Je pense que tout le monde autour de l'écran est concerné aujourd'hui. C'est avoir un projet concret
exactement comme le projet concret de Mass Provence et de Maison Privat. Avoir moins de 200 salariés. Alors pourquoi? Ça, c'est une petite contrainte qui est liée à nos méthodes de tarification des entreprises pour le risque accident du travail et maladie professionnelle. Je pense que la très très grande majorité des personnes autour de l'écran sont concernées, ou enfin ne sont pas concernées justement par cette limite d'effectifs et peuvent effectivement pouvoir demander un contrat. Être à jour de ses cotisations sociales, bah oui, ça va sans dire, mais ça va aussi bien en le disant. En fait, on ne prête pas d'argent ou on ne donne pas d'argent à des gens qui nous en doivent. Et puis, il y a d'autres obligations, comme par exemple avoir fait son document unique d'évaluation des risques professionnels et l'avoir tenu à jour, parce que ça, c'est la base de la réglementation et du code du travail pour la prévention. Bon, vous l'avez compris, c'est de l'argent public, il faut, tout est un petit peu contrôlé, mais c'est aussi quelque chose de souple puisque vous pouvez discuter avec, votre, contrôleur de sécurité ou avec votre, ingénieur conseil qui sera le plus à même de vous conseiller. Alors, comment demander en fait, et les liens vont vous être, proposés, dans le chat, mais aussi avec le diaporama lorsqu'il vous sera présenté. Beh, vous êtes assuré nécessairement à l'assurance maladie risque professionnel. Vous avez un compte entreprise. Vous le trouvez sur le site Net Entreprise. Les liens sont sur les termes surlignés en fait, et vous demandez à prendre contact avec l'ingénieur ou le contrôleur de sécurité, ou si vous le connaissez directement, un petit coup de fil s'il est déjà venu vous rencontrer, et vous pouvez lui dire bah, finalement j'ai bien réfléchi, je voudrais qu'on discute autour de ce projet. Toute demande d'aide est étudiée par votre caisse régionale, je le répète, CARSAT, CRAMIF pour l'Île-de-France ou CGSS en Outre-mer. Bon, nos budgets sont importants, intéressants, ils sont pas tout à fait extensibles. Donc, moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est plutôt de profiter de ce début d'année, hein. Nous sommes juste au début du 2e trimestre. Contactez votre caisse régionale dès maintenant, plutôt qu'au mois de novembre. Mais malgré tout, si vous nous contactez au mois de novembre, le temps de construire le contrat ensemble, eh bien, on sera en janvier de l'année suivante et les contraintes budgétaires devraient être levées. En fait, très simplement, en fait, un contrat de prévention, ça se passe autour d'une discussion entre votre caisse et vous, et sur l'analyse de vos besoins et sur les conseils que nous pouvons vous apporter. Merci, merci beaucoup, Christophe. Bon, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, c'est bien de prendre contact avec son ingénieur CARSAT local pour qu'il nous accompagne. Alors, je ne sais pas si Julien est connecté, je ne l'entends plus. Vous m'entendez, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Je pense que oui. Oui, donc ce que je retiens, c'est effectivement de prendre contact avec son ingénieur CARSAT local pour qui vous aide à mettre en place ce contrat de prévention. Je vais faire monter tout de suite Karine, si elle le veut bien, pour reparler de l'OPPBTP, plus spécifiquement de l'OPPBTP, et comme je le disais, tous les outils que vous mettez en place à destination des maîtres d'ouvrage et des constructeurs notamment. Oui, merci Julien, merci Christophe. Donc, on va revenir un petit peu sur les outils. Moi, je rebondis juste, je ne peux pas m'empêcher de remercier AWA. On aimerait entendre le terme magnifique pour tous les outils qu'on peut produire. Donc, tant mieux si le guide de bonne pratique était magnifique. En tout cas, ce n'est pas le seul. Alors, Julien l'a abordé en préambule. C'est vrai qu'on connaît peu l'OPPBTP pour son rôle d'appui et de conseil auprès de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Donc, l'organisme de prévention professionnelle du bâtiment et des travaux publics, on a une vocation qui est finalement d'accompagner, de conseiller, de former les salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Mais depuis quelques années, on est aussi à vos côtés, depuis 2007 précisément, pour vous aider, pour aider les maîtres d'ouvrage, pour aider les constructeurs
à mieux comprendre, à mieux s'emparer des solutions et à agir en prévention. Donc, l'une des démarches que nous avons eues, ça a été de structurer une offre de services, des outils, des solutions, des formations réunis en un seul endroit. Vous voyez l'adresse, c'est MOA bâtissez en prévention, le site de l'OPP-BTP avec ses partenaires dédiés finalement aux maîtres d'ouvrage. Vous y trouvez des solutions, des outils qui vous sont propres, des explications qui vous sont propres. Alors, la particularité, c'est celle-ci, c'est que toutes les solutions sont faites pour des maîtres d'ouvrage. La deuxième, c'est que vous y trouverez aussi les outils de nos partenaires. Vous avez par exemple à l'écran l'une des solutions, le top des constructeurs de maisons individuelles et de la maîtrise d'ouvrage de l'assurance maladie, qui est proposée par les caisses. Eh bien, vous pourrez trouver là des solutions, les guides de l'INRS aussi, notamment ceux relatifs aux travaux en hauteur. Donc, toutes ces solutions-là, elles sont accessibles sur le site. Vous y trouvez également une foire aux questions, vous y trouvez des guides pratiques, un peu plus documentaires, mais aussi des retours d'expérience. Tout comme Awa et Baptiste l'ont fait ce matin, eh bien, nous collectons les retours d'expérience des maîtres d'ouvrage, des constructeurs de maisons individuelles, et on vous les partage sur ce site pour que vous puissiez voir, et Christophe l'a très bien dit, ça se fait, c'est possible, et c'est parfois simple. Vous faites déjà de la prévention pour un certain nombre d'entre vous, eh bien, ça permet de partager ce que vous faites et de faire que ça se passe mieux sur les chantiers de l'ensemble des acteurs et des constructeurs. Deuxième type d'outils, on va être sur des choses, je dirais, pratico-pratiques, c'est-à-dire des choses à utiliser directement ou à utiliser sur vos chantiers. Premier document, on est sur un outil d'aide à l'élaboration du plan général simplifié de coordination SPS. Le PGC simplifié, c'est une étape indispensable pour gérer votre coactivité. Eh bien, on vous donne à la fois l'opportunité d'avoir une trame, c'est ce que vous voyez à l'écran, ce qu'on appelle un PDF dynamique, c'est-à-dire que vous remplissez directement en ligne et vous l'imprimez, mais accompagné d'une notice. On vous aide à comprendre l'intérêt, le comment pour vous approprier l'outil. Deuxième élément, des fiches pratiques, là encore, issues de l'assurance maladie, les accès en toiture, de façon très pratique, très pragmatique. Comment est-ce que je gère cet item-là? Enfin, troisième type d'outil, des affiches. Parce que parfois, on l'a dit, je l'ai répété, en amont, on a pensé les choses, mais on a besoin de se rappeler un peu à l'avancement du chantier de ce qu'on s'est dit et ce qu'il faut faire. Et puis, on a surtout besoin de le partager à ses équipes et ses sous-traitants. Les affiches sont là pour ça. Elles permettent de garder le focus sur les bons thèmes de prévention tout au long de l'opération. De la même façon, lorsqu'on veut ancrer finalement les messages, il y a une troisième étape qui est incontournable. Awa l'a évoqué, c'est la montée en compétence des équipes, c'est l'ancrage de l'information auprès des équipes. Et ça passe de toute façon par de la formation et par de l'information. Sur ce même site, MOA bâtissez en prévention, vous trouverez les deux. Christophe a évoqué les formations qui sont proposées par le réseau des caisses de l'assurance maladie. Vous trouverez auprès de l'OPP-BTP des formations également destinées à la maîtrise d'ouvrage et à vous, constructeurs de maisons individuelles, notamment pour gérer la thématique de la coactivité. Donc des formations sur une journée, 2 jours. Vous avez le catalogue qui est en ligne, mais également des formats plus courts, des tutos, des formats de 10, 12 minutes, voire les replays des webinaires. Vous avez les nôtres, vous avez ceux de l'assurance maladie. Et à chaque fois, l'idée est bien de permettre à vos équipes, à vous, mais aussi à vos sous-traitants, le lien se fait aussi par ce biais-là, de comprendre et de s'inscrire dans une même logique. C'est ce qu'on appelle la culture commune, la culture prévention. Enfin, dans cet même espace, vous trouverez finalement les réponses aux questions. Je veux bien la diapo d'avant, Julien. Je sais, je vais me dépêcher, mais je reviens sur mes petites questions. Merci. On récolte aussi toutes vos questions et vous en avez 2 exemples. Vous vous posez souvent les mêmes questions d'un chantier à un autre ou souvent d'un constructeur à un autre. Nous, l'idée, ce n'est pas d'aller répondre individuellement, c'est de mettre au pot commun et de partager à l'ensemble. Donc, sur la foire aux questions, vous voyez 2 questions qui nous remontent régulièrement. Eh bien, vous pouvez y accéder très librement sur ce site. Enfin, en effet, dernier volet, comme je vous le dis, on récupère les bonnes solutions, on récupère vos pratiques. Eh bien, vos pratiques, on les met en forme, on les rend sexy, si j'ose dire, et on les met en ligne. Vous en avez 2 exemples là d'outils, de solutions qui ont soit été proposés par des acteurs de la prévention et testés par vous sur vos chantiers, soit directement des choses que vous avez vous-même initiées sur vos chantiers, qui sont performantes, qui permettent notablement de faire progresser la prévention. Et dans ces cas-là,
avec votre accord, en travaillant ensemble, eh bien, on les partage. Tous ces outils-là ont pour ambition de vous permettre à la fois de cerner le sujet, de comprendre l'enjeu, de voir le bénéfice. Et je reviens sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Vous pourrez trouver également sur ce site ce qu'on appelle à l'OPP-BTP la prévention et la performance. Dans un certain nombre de cas, une fois amorti l'équipement, une fois revenu sur la période, je dirais, de retour sur investissement, on constate et on mesure le bénéfice économique au-delà même du bénéfice humain, du bénéfice en organisation et du bénéfice prévention. Cette démarche-là, consultez-la, je vous y invite, parce que ça permet très largement de comprendre finalement quel est l'intérêt, au-delà de l'intérêt humain que Baptiste a très, très bien souligné, quel est l'intérêt pour vos entreprises. Julien l'a dit en préambule, la période n'est pas forcément simple, même si, globalement, il n'y a jamais de bonne période pour faire de la prévention. Quand il y a trop d'activités, on n'a pas le temps. Quand il n'y a pas assez d'activités, on se dit c'est un coût supplémentaire. Je vous incite à repenser les choses et à regarder les choses différemment. Awa et Baptiste l'ont dit, le guide est un premier pas, c'est un premier accompagnement. On a essayé les uns et les autres ce matin de vous montrer qu'il y a des outils au tir. Il y a nos services autour aussi. Il y a de l'aide financière au travers des réseaux de l'assurance maladie. Et puis, il y a Pôle Habitat, bien entendu, en soutien des démarches que vous faites et en réponse au quotidien avec vous sur le terrain. Donc, la prévention est vraiment un levier et finalement qui permet de faire gagner en qualité, en connaissance, en compétences et en sécurité, surtout dans ce chantier. Voilà, Julien, ce que je pouvais apporter comme éclairage complémentaire, une vision très rapide de cette boîte à outils qui est à disposition des constructeurs. Merci Karine. Puis en plus, tu es pile dans le timing, donc je voulais surtout pas te presser. On a une petite question, et c'est pour ça que Christophe est remonté aussi, sur le contrat de prévention. Est-ce que c'est la même aide que celle qui est appelée Top BTP? D'abord, félicitations à notre interlocuteur pour bien connaître le nom de nos aides financières, en particulier pour Top BTP. Je vais faire très simple pour pas prendre trop de temps. Top BTP est une aide qui permet de financer des produits génériques, si vous voulez, des produits catalogues, et qui est réservé aux entreprises de moins de 50 salariés. Le contrat de prévention est quelque chose de complémentaire à cette aide, puisqu'elle permet de toucher les entreprises jusqu'à 200 salariés, donc c'est déjà un panel beaucoup plus large, et plutôt d'aller plus dans le détail et dans les besoins, d'analyser vraiment les besoins de l'entreprise et de financer une démarche plus complète, plus globale et plus proche des besoins de l'entreprise. Voilà, tout simplement. Merci, et encore merci à tous les deux. On va passer à la dernière intervention de ce webinaire. Donc, je vais appeler Jean-Marc Plat, donc médecin du travail. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Quel message du coup la médecine du travail souhaite passer pour ce webinaire, s'il vous plaît? Voilà, écoutez, on va essayer de vous expliquer un petit peu ce que votre service de prévention et de santé au travail peut vous apporter, et plus spécialement donc sur vos chantiers de construction de maisons individuelles. Donc, vos services de prévention et de santé au travail, ils ont une offre de services assez large à vous proposer, hein, qui est composée de ce qu'on appelle, voilà, la bonne diapo. Donc, une offre socle, c'est une offre qui est là proposée par tous les services de santé au travail et qui est composée essentiellement de 3 grands piliers, qui sont donc les actions en milieu de travail, c'est-à-dire la prévention primaire, des interventions sur vos chantiers, dans les ateliers, etc. Le suivi individuel de l'état de santé des salariés, donc ça, c'est les visites médicales que vous connaissez bien, et la prévention de la désinsertion professionnelle, sur lequel on reviendra dans une diapo après. Vos services de santé au travail peuvent aussi vous proposer une offre complémentaire qui, là, va être différente en fonction de chaque service. Ça peut être des offres de formation, ça peut être un camion qui vient sur votre chantier pour faire les visites médicales, ça peut être différentes choses, voilà, toujours pour vous aider dans l'accompagnement dans la santé au travail. Il faut savoir que tous les services offrent également une offre qui est spécifique pour les travailleurs indépendants et qui est basée sur une adhésion volontaire au service de santé au travail. Donc, dans vos services santé au travail, il y a toute une équipe pluridisciplinaire, hein, avec des infirmiers, des ingénieurs en prévention, des conseillers en prévention qui travaillent, et tout ça, c'est animé et coordonné donc, par le médecin du travail.
Donc, on va venir plus spécifiquement donc, sur qu'est-ce qu'on peut vous proposer sur les actions au milieu de travail. Une des actions importantes, ça va être l'aide à l'évaluation de vos risques professionnels, quel que soit le type de risque. Donc, cette évaluation des risques professionnels, le service de santé au travail va réaliser ce qu'on appelle une fiche d'entreprise, fiche dans laquelle on va un petit peu énumérer les risques qu'on a repérés au niveau de votre entreprise et on va faire le point sur ce que vous avez mis en place pour prévenir ces risques et les conseils qu'on peut vous donner au niveau de leur prévention. Cette fiche d'entreprise, elle va être importante pour vous pour réaliser votre document unique d'évaluation des risques. Et comme M. Desplat vous l'a dit, ce document est obligatoire pour les entreprises, en particulier si vous voulez bénéficier des aides de votre CARSAT. Donc, cette aide à l'élaboration du document unique, ça peut être par la fiche d'entreprise, ça peut être aussi lors de réunions avec le chef d'entreprise pour l'aider à réaliser ce document. Votre service de santé au travail peut aussi réaliser des métrologies, c'est-à-dire il peut faire des mesures de bruit, des mesures de vibration, des mesures de poussière, de silice, etc. Et ces mesures vont aussi vous aider à évaluer les risques pour vos salariés. Votre service peut aussi également vous donner divers conseils, que ce soit en santé, en hygiène, en sécurité. Ça peut être une sensibilisation des salariés sur différents risques. Ça peut être des conseils sur les installations sanitaires, sur la restauration, des études de poste et des conditions de travail, en particulier pour des salariés qui auraient des problèmes de santé pour lesquels il faudrait aménager les postes pour éviter qu'ils se fassent mal au travail. Ça peut être donc des informations sur les différentes aides aux entreprises, aides qu'on a vues dans les diapos précédentes, comment les monter, quels sont les interlocuteurs. Et enfin, votre service santé au travail peut vous donner divers avis, en particulier sur les PPSPS, sur les travaux en cas d'amiante, en cas de plomb, sur le risque chimique, etc. Deux autres actions de votre service de santé au travail, le suivi individuel de l'état de santé des salariés, donc ça c'est ce que vous connaissez bien, c'est les visites médicales. Il ne faut pas oublier de classer ces salariés donc, en fonction des risques professionnels auxquels ils sont exposés. Et dans ces cas-là, ils sont classés en surveillance individuelle renforcée ou adaptée ou en surveillance individuelle générale. Donc, vos salariés qui ont une habilitation électrique, qui vont conduire des engins, qui vont monter, démonter les échafaudages, qui vont être exposés à des cancérogènes, eh bien, ils devront être classés en surveillance individuelle renforcée et ils auront une aptitude livrée par les services. Donc, les visites médicales, vous savez, donc il y a des visites médicales qui sont obligatoires, périodiques, comme l'embauche, les visites périodiques, les visites de reprise. Et il y a des visites occasionnelles qui sont importantes, comme les pré-reprises, les visites à la demande et des nouvelles visites qui sont un petit peu moins connues, qui sont les visites de mi-carrière à 45 ans, les visites de post-exposition et les visites surtout de fin de carrière quand vos salariés partent à la retraite. Donc, en fonction des visites, il y aura une aptitude ou une attestation de suivi délivrée par le service de santé au travail. Et pour certains salariés, vous pourrez avoir des demandes d'aménagement de poste ou des restrictions demandées par le médecin du travail pour éviter que votre salarié altère sa santé du fait de son travail. Troisième pilier donc, de l'offre des services de santé au travail, c'est ce qu'on appelle donc la prévention de la désinsertion professionnelle. C'est très, très important. La première chose, c'est toutes les mesures qu'on peut mettre en place pour maintenir un salarié dans l'emploi, à son poste de travail, en aménageant son poste et ou en aidant l'entreprise des aides financières, des aides matérielles, etc. qu'on peut mettre en place pour garder ce salarié sur son poste. Et au-delà, si le salarié ne peut plus travailler sur son poste de travail, on peut mettre également en place des aides pour lui proposer un reclassement professionnel avec des bilans de compétences, des formations particulières, etc. Donc, vous voyez, l'offre de services de vos services de santé au travail est assez large. Il ne faut pas hésiter à les solliciter pour vous aider sur vos chantiers de construction maison individuelle. Ils ont toujours des choses à vous proposer pour vous aider. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc pour ces messages et pour ces informations. C'est vrai que là aussi, on n'était pas forcément au courant de tout ce que vous proposiez comme service. Donc, c'est très bien d'avoir fait le tour. Merci à vous, merci à tous les intervenants, puisqu'on est pile dans le timing et je crois qu'il n'y a pas de questions qu'on n'a pas traitées. Merci également à Cyril à la modération, à la régie. Bon, là, je vous mets le programme, mais la semaine est terminée, donc j'imagine que je ne dis pas de bêtises en vous disant que vous aurez les replays
de tout ça. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est voilà, message de la médecine du travail pour les contrats de prévention. Contactez votre ingénieur CARSAT local. Pour tout ce qui est guide et outils de l'OPP, là aussi, vous avez tout à disposition. Le pôle habitat est là. Il y a une enquête de satisfaction qui a lieu, Karine, tout de suite après, là, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. En effet, donc tu as raison, c'est la fin de la semaine et la pop-up va s'ouvrir pour que vous puissiez, dès que nous aurons disparu, remplir le questionnaire et remplissez-le vraiment, merci, parce que ça nous permet d'améliorer le dispositif d'année en année et de répondre de mieux en mieux à vos besoins. Merci. Il n'y a toujours rien à gagner si vous répondez bien au questionnaire, mais en tout cas, c'est très sympa de répondre. Et merci beaucoup de nous avoir suivis et pour tous ceux qui ont participé à cette semaine de la prévention, à une prochaine et à bientôt et bon week-end à tous du coup. Merci à tous. Au revoir.